Je m'appelle Anna Ziemiska, je suis maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine, où j'enseigne la philosophie morale, politique et la philosophie du droit. Je m'intéresse à la question des sciences pour des raisons personnelles. Nous sommes tous concernés par les résultats scientifiques, mais aussi la science est pour moi effectivement un outil de progression, un outil d'émancipation. La science, c'est d'abord l'émancipation. Vous allez me dire, ça c'est une vision très optimiste de la science, puisque nous pouvons se rappeler, hélas, assez facilement, des abus de la science lors, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la science a échoué à cette période ? Parce qu'elle a probablement oublié une de ses missions principales, une de ses modalités de fonctionnement principales, à savoir donc son caractère essentiellement démocratique. Quand je dis démocratique, je ne veux pas dire que toutes les voix, quelles qu'elles soient leurs valeurs, doivent être entendues. La démocratie, ce n'est pas un espace où on entend n'importe quoi. La démocratie, c'est un espace où on coopère, où on essaye, à travers les désaccords, à travers les opinions différentes, de trouver quelque chose qui se rapproche au plus de la vérité. Évidemment, cette vérité, si je la trouve un jour, ce serait formidable, mais l'effort qu'on fournit tous et toutes pour s'en rapprocher, c'est justement cela, la valeur à la fois de la science et de la démocratie. Cette proximité entre les deux a été très joliment remarquée par Ludwig Fleck, un médecin juif polonais de la première moitié du XXe siècle, qui, dans ses travaux sur la philosophie de la médecine, a rappelé comment la science doit être démocratique parce qu'elle est faite par des gens, pour les gens, mais de nouveau, la démocratie n'équivaut pas à la voix du peuple indifférencié. Le démos athénien n'était pas un peuple indifférencié. C'était un peuple qui se réunissait de façon à ce que la doxa à laquelle il parvient soit aussi sophistiquée, aussi recherchée que possible. La science et l'émancipation peuvent aller ensemble si la science est pratiquée de façon qui me paraît conforme à ses ambitions initiales. La science rencontre sans doute dans notre société et dans notre vie quotidienne aussi plusieurs obstacles. Et ces obstacles sont dus en grande partie à nos biais cognitifs. Vous savez que nous avons tous des tendances curieuses à croire des choses qui nous arrangent. Ça, ce sont des choses sur lesquelles nous avons fait plusieurs enquêtes, nous les philosophes, nous les psychologues aussi, nous les chercheurs tout court. Je ne veux pas parler de cela, il y a des gens qui les connaissent mieux que moi. Les biais cognitifs sont un sujet déjà très bien étudié. La science rencontre aussi des obstacles d'une autre nature, actuellement en particulier. Ce sont des obstacles qui sont liés peut-être à sa place dans la société et à ses modes de financement. Nous avons peut-être un tout petit peu oublié les vertus du financement public de la science. Pour que la science puisse être à la hauteur des ambitions que j'ai essayé de dénoncer au début, il faut qu'elle soit aussi libre que possible, et cette liberté n'est garantie que par les financements accordés par des institutions fondées sur des compétences, sur des choix démocratiques elles aussi. Donc par le ministère de la Recherche, des choses comme ça. Aujourd'hui, évidemment, nous avons affaire à d'autres modes de financement qui sont liés notamment à la philanthropie. Philanthropie, c'est formidable, ce sont des personnes très riches qui partagent, qui donnent leur argent de façon à sponsoriser certaines branches de la science. Cela va évidemment aussi avec le développement de la recherche privée. Tout cela a l'air formidable. Nous avons vu que la recherche privée a beaucoup contribué notamment au développement du vaccin contre la Covid-19. Néanmoins, étant donné la place de la philanthropie dans le financement de la science actuelle, nous avons de bonnes raisons d'être un tout petit peu inquiets. Puisque le bon philanthrope, c'est aussi celui qui choisit ses cibles de financement. Donc, le choix de développement de certaines branches scientifiques, ces choix ne se font pas au nom de l'intérêt public,
donc décidés par la démocratie, donc par des élus, mais ces choix se font en vertu des préférences du bon philanthrope. Parfois, ce que le philanthrope souhaite est tout à fait conforme à l'intérêt public, parfois pas du tout. Je ne vais pas donner ici beaucoup d'exemples puisque vous pouvez les trouver dans la littérature qui est de plus en plus importante sur ces questions même. Néanmoins, la philanthropie aussi, et je vais rappeler ici un exemple lié typiquement au COVID, à la Covid-19. Donc la philanthropie a conduit à une situation assez paradoxale dans le contexte du développement de ce vaccin. Donc vous vous rappelez sans doute, la fondation Bill et Melinda Gates a donné vraiment des milliards de dollars pour développer le nouveau vaccin. C'est formidable. En même temps, c'est cette même fondation, donc même Bill Gates, qui a empêché toute tentative de supprimer les brevets sur ces mêmes vaccins. Les brevets qui auraient dû être supprimés immédiatement, étant donné que ces vaccins n'ont pas été développés uniquement par l'argent de Bill Gates, mais surtout par l'argent public de la recherche qui a été initiée 10 ans, 20 ans plus tôt. Donc à ce titre, effectivement, nous avons assisté à cette contradiction interne de la philanthropie, un financement énorme et impressionnant, et la prise de décision antidémocratique contre l'intérêt public de Bill Gates de soutenir le brevet sur les vaccins. Tout cela pour dire que si la science veut être véritablement efficace, si elle veut garder la confiance du public, il faut qu'elle agisse en vertu de l'intérêt public, et cela ne peut être garanti que par la science financée largement par la recherche publique. Évidemment, vous allez me dire, il y a des pays où ce n'est pas possible. Oui, il y a des pays où ce n'est pas possible, où la philanthropie est la seule source, effectivement, de toute tentative de faire la science. Mais nous sommes tous d'accord que ce sont des situations d'échec, et ce sont des situations qui ne devraient pas nous inspirer, mais plutôt nous amener à réfléchir comment préserver les systèmes de recherche publique.